Merci, Madame l'ambassadeur Assia Ben Salah. Permettez-moi, premièrement, de remercier le ministre Lalimi pour son invitation à participer à ce forum et saluer surtout sa persévérance avec laquelle il continue à nous réunir, toujours pour la recherche commune de nouveaux sentiers de développement. Si nous devions dessiner le scénario futur tricontinental atlantique, comment le ferions-nous? Je crois que la réunion d'hier de la Commission Commerce, Investissement et Compétitivité, les discussions ont apporté beaucoup d'éléments très éclaircissements. Je voudrais revenir sur quelques-uns de ces éléments et en apporter d'autres. Et je vais l'aborder en 4 volets. Le premier, je crois que, et nous en avons discuté hier, nous devons aborder en profondeur les concepts, les théories et les modèles défaillants, les modèles failles. Toute la société, les politiques, la politique, les décideurs seraient encore, dans un certain sens, plongés dans une économie néoclassique mécaniciste. Et rappelons-nous que dans l'économie néoclassique, l'environnement n'existait pas, que l'homo economicus tel de Pareto est tel un Robocop statique, rationnel, qui a l'information parfaite, préférence fixe, marché équilibré, un monde idéal. C'est un être qui réagit aux opportunités, mais ne les change pas. Et c'est important de s'en rappeler. Réactivité, principale caractéristique. Comme nous l'a rappelé le secrétaire général Enrique Iglesias hier, Schumpeter existe encore, et de plus en plus. Et sa destruction créatrice, innovation, nous apporte un homo economicus très différent. Créateur d'opportunités, des opportunités qu'il change lui-même, donc proactivité. Et l'ex-ministre du Ghana, M. Papa Kwesi, hier nous parlait de ce nouveau nationalisme économique, que quelques pays agissent avec ce nationalisme et conseillent aux pays en développement de ne pas le faire. S'il y a une seule réalité pour arriver à être compétitif, pourquoi y a-t-il deux langages? Y aurait-il un langage qui est plutôt à consommation du Nord, des pays développés en général, ou des régions développées, dans laquelle on accepte Schumpeter, le néo-schumpeterien, Hayek et sa connaissance, l'économie endogène, les clusters, et tout ce qui est guidé par la connaissance, les innovations comme moteur de la croissance, et qu'on applique dans une stratégie de Lisbonne, que l'on développe plus ou moins bien, mais qu'on ne partage pas lorsqu'arrive l'heure de faire l'Union pour la Méditerranée ou le processus de Barcelone. Et y aurait-il alors un autre langage, néoclassique mécaniciste, adressé aux pays en développement, pour leur dire l'importance de l'ouverture commerciale, alors qu'on sait très bien que l'ouverture commerciale toute seule, ce n'est que les autoroutes et qu'il faut y mettre les voitures, et les voitures, c'est la compétitivité. Gardez vos équilibres macroéconomiques, on investira dans vos pays, et peu importe les potentiels compétitifs qui resteraient endormis dans vos pays, peccata minuta. Ceci implique en fait que la défaillance ne serait pas seulement dans les concepts et les théories, mais qu'elle serait en train de s'élargir vers toute la coopération pour le développement, qui trouve de plus en plus de difficultés à nous convaincre de ces théories et principes. Et ceci se voit, par exemple, dans le concept de beaucoup de décennies dont on a parlé, transfert de technologie. Transfert de technologie, en fait, c'est impacter hardware et software, le vendre, mais la connaissance est gardée d'un côté et elle n'est pas créée, ni créée en partage, ni faite en partenariat. Donc il y aurait là problème. Innocence, approche ingénue, je ne veux pas entrer dans les questions conflictuelles, je les laisse pour les années 80. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Le deuxième volet, donc, ce serait, à partir de ce constat pour la tricontinentale atlantique, identifier les nouvelles visions et un nouveau paradigme, et on en a parlé hier aussi. La première vision clé, c'est la connaissance. Et je ne parle pas ici d'économie de la connaissance dans sa vision plus traditionnelle. Et on l'a répété hier après-midi. Je parle de connaissance institutionnelle et stratégique pour les décideurs politiques. Celle qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au Kenya, est devenu un partenaire privilégié d'offres de légumes frais en Europe parce qu'il s'était spécialisé dans les végétaux asiatiques, a su se greffer à des chaînes de valeur globales avec 3 supermarchés londoniens. Et comment l'a-t-il fait? Simplement à travers connaissances institutionnelles traduites dans des institutions stratégiques qui l'ont aidé à se lancer dans ces nouvelles visions. On pourrait mettre plein d'exemples. Agroprocessing au Chili, vêtements de qualité au Costa Rica. La liste est énorme.
des cas énormes de clusters qui sont développés dans les pays en développement, les études de l'OCDE et de la CNUSED en particulier sur les expériences des petites et moyennes entreprises pour se greffer dans les chaînes de valeur globale, c'est des études très récentes de l'année dernière, et j'en passe. Donc il y aurait un chemin stratégique, gouvernemental, de connaissance institutionnelle qui n'a rien à voir avec l'économie de la connaissance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais je pense qu'on a aussi raté pendant 2 décennies le coche aussi. Et on a perdu une opportunité énorme. Et je crois que la responsabilité est à mettre du côté de la Banque mondiale, de l'UNDP, de l'OCDE, des études de forêt. C'est presque une vingtaine d'années perdues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu fascination pour l'ère de l'information. Il y a eu fascination pour l'ère de l'information qui a tué, je pense, l'éclosion de l'ère de la connaissance. On a transformé l'ère de l'information par l'ère des structures d'information que l'on a très bien impactées et vendues aux pays en développement. Mais on n'a pas parlé vraiment de connaissance pour la compétitivité. Alors c'est à se demander si dans les pays du Nord, on parle d'économie de la connaissance ou d'économie de ma connaissance. Surtout confusion volontaire peut-être entre connaissance institutionnelle donc, et ses infrastructures, et ça c'est très important. Ce qui importe donc, c'est la connaissance pour la compétitivité, et les pays en développement ne peuvent pas rester en dehors, ni rester en dehors de ce ciblage. La deuxième vision clé aussi, je pense, pour la tricontinentale atlantique, c'est celle de la durabilité, développement durable. Et c'est ici, cette session, on en parle. Et là, je crois aussi qu'on a raté le coche pendant quelques années, à partir de la conférence de Rio particulièrement, et surtout à partir des principes de développement durable de la commission Brundtland, qui, comme cela a été dit hier, nous envoyait vers une écologie que les pays riches, ou les riches en particulier, notre ami Guillaume nous l'a dit, peuvent se le permettre. Mais pourquoi? Parce que les mêmes principes de développement durable s'appliquent très bien aux pays développés, mais n'étaient pas prévus pour que le développement durable devienne un moteur de l'économie internationale, comme cela peut être le cas aujourd'hui. Et l'on a fait une espèce de Rio négatif, d'agenda de Rio, négatif dans le sens que tout est coût, tout est sacrifice, et il n'y a pas d'opportunité. Je pense qu'il faut réviser cela, il faut aller vers un Rio positif, d'utilisation des économies externes, des externalités positives de la biodiversité, de l'environnement, de la compétitivité verte et de beaucoup d'autres. Et passer du polluter pays principle, le principe du polluteur qui paye, au pollution prevention pays, la prévention de la pollution paye. C'est très différent PPP. Donc le nouveau paradigme semblerait être autour d'une connaissance qui devient facteur de production central du modèle des sources de croissance. Et cela change les mentalités. On n'en est plus à l'économie néoclassique, on est à une nouvelle économie dans laquelle ce centrage du facteur de production et ces interactions positives avec le capital naturel en général peuvent être créatrices de beaucoup de synergies et d'économies. Et là, lorsqu'on passe de la division internationale du travail classique à la division internationale de la connaissance, il y a 2 paradoxes qui apparaissent. Le premier, le fameux cri de guerre de l'époque de Prebisch, détérioration des termes de l'échange, devient un cadeau dans le cadre de la division internationale de la connaissance, parce qu'il n'y a pas mieux qu'obliger à se spécialiser dans la production d'exportation intense en connaissance. Et la connaissance à la valeur ajoutée, alors, devient beaucoup plus importante. Le deuxième, c'est l'éclosion d'un paradoxe qu'on pourrait appeler paradoxe oméga. On tend à dire oméga, le semblable de la connaissance, paradoxe oméga. En fait, la compétitivité se construit et on ne peut pas rester en dehors. Et si la compétitivité se construit, c'est pourquoi on parle tant maintenant de politique d'interventionnisme et qu'il faut vraiment intervenir pour la construire. Et en définitive, on pourrait dire que les pays doivent se spécialiser et cibler ce qu'ils n'ont pas plutôt que cibler ce qu'ils possèdent en abondance. Ça paraît paradoxal et peut-être Ricardo va se remouvoir dans sa tombe, mais il faut cibler et se spécialiser sur ce qu'on n'a pas, la connaissance, plutôt que sur ce qu'on a en abondance, et cela change beaucoup les visions. Donc, intervention qui pourra se faire à travers le développement de politiques d'économie externe, c'est des politiques qui utilisent la connaissance et le capital naturel pleinement. Comme il me reste très peu de temps, je vais simplement parler qu'il faut, et on en a parlé hier aussi, il faut développer, je crois, des stratégies nationales de la connaissance pour la compétitivité et le développement. Cela est le rôle de beaucoup de gouvernements en pays en développement
qui trouverait là les conditions pour apprivoiser et pour connaître mieux comment se greffer à ces chaînes de valeur globale et améliorer la compétitivité. Mais c'est de la connaissance institutionnelle et il faut trouver les moyens de faire ensemble, partager cette connaissance institutionnelle. Elle n'appartient à personne, il n'y a pas de property rights. Vraiment, cette connaissance institutionnelle est utilisable, mais on n'en parle pas. On ne s'assied pas pour la repartir et pour la distribuer, pour la partager. Et c'est un capital énorme. Et puis, il y a toutes les politiques d'économie externe, de la compétitivité verte, du biotrade, du biocommerce qu'on a développé à la CNUSET dans les années 90. Dans la Méditerranée, Medforex, les externalités positives des forêts, qui donnent beaucoup plus de services économiques et écologiques que les forêts elles-mêmes. Et il y a l'initiative actuellement qu'on a lancée au Maroc il y a 2 mois, précisément, GRECO, Green Competitiveness, qui se centre sur l'éco-efficience dans la production propre en Méditerranée. On a trouvé une centaine d'entreprises qui font des bénéfices énormes, mais je vous parle par exemple d'un changement organisationnel à l'intérieur d'une petite PME qui coûte 0 € et qui fait des savings annuels, des paybacks de l'ordre d'un demi-million d'euros. Et c'est simplement un changement, une petite connaissance à l'intérieur d'une petite et moyenne entreprise. Diffuser ces connaissances de la production propre, etc., peut faire beaucoup. Et GRECO, je pense, de Nations Unies pour l'environnement, peut être très positif. Je conclus. Donc, être stratégique, utiliser les instruments d'intelligence collective, de communauté virtuelle de la connaissance. Il y en a beaucoup, on ne les utilise pas du tout. Les sortir de notre carcan des pays développés, les utiliser ensemble, en Méditerranée, tricontinentalité atlantique, etc. Et puis, peut-être une architecture internationale, ne pas créer de nouvelles organisations, je suis d'accord, mais il faut un pouvoir de l'intention, il faut un pouvoir de coalition, et il faut peut-être penser à songer que si on était en 1962 et on devait créer une nouvelle conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, je pense qu'elle s'appellerait aujourd'hui Conférence des Nations Unies pour la connaissance et le développement. Merci beaucoup.